Mesdames, Messieurs, bonjour. En dépit des incertitudes qui subsistent et persistent autour de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, le processus électoral se poursuit inexorablement. Cette semaine, nous avons amorcé le dernier virage vers le premier tour du scrutin présidentiel du 27 février. Les membres de la Sénat ont été installés et se sont d'ores et déjà mis au travail sous la houlette, bien évidemment, de leur président, Joseph Ouessou Nyolonfon. Autre acte important, celui qui est intervenu hier seulement dans un stade de l'amitié archi-comble, le président sortant a dit oui. Boni Yayi est officiellement dans le starting block pour la course à sa propre succession. Fort de son bilan, l'homme de 2006 a envie de poursuivre et de parachever son action à la tête du pays, mais il lui faudra apparemment bien plus que ce bilan pour convaincre notre invité de ce matin, Jean-Yves Sizogan, qui pense qu'on aurait pu mieux faire que lui peut mieux faire. Il ne cache d'ailleurs pas ses ambitions pour son pays. Il nous en dira davantage dans un instant. Monsieur Jean-Yves Sizogan, bonjour. Bonjour. Dans le préambule de votre programme, mettons au préambule de votre programme, nous renseigne mieux sur votre position par rapport à la situation actuelle de notre pays, de votre pays. Vous estimez en effet, et je vous cite, que il y a 5 ans, les filles et les fils du Bénin ont créé un événement historique en plébiscitant pour diriger leur pays un homme qu'ils croyaient connaître. Mais poursuivez-vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentes ont été déçues. Et après 50 ans d'indépendance, notre pays semble avoir été dévasté par un cataclysme économique, moral et politique. Dans quelques jours, les Béninois devront décider de leur sort pour les 5 prochaines années. En réalité, notre choix pour avril 2011 sera déterminant pour les 50 prochaines années. La gestion du pays à partir d'avril 2011, selon Jean-Yves Sizogan, devra donc être celle de l'audace, du courage et de la rigueur, condition sine qua non, estimez-vous, pour effacer aussi rapidement que possible les traces de la catastrophe que nous avons dû subir, redonner espoir aux Béninois et tracer la route pour un développement qui doit être construit pierre par pierre, méthodiquement et inlassablement. Monsieur Sizogan, cette émission en zone franche est retransmise sur Fraternité FM à Parakou, Kandi FM un peu plus haut dans le septentrion de notre pays. Elle est également largement suivie par vos compatriotes de la diaspora grâce à notre réseau satellitaire. Vous avez donc 90 minutes, c'est la durée d'un match de football, pour leur dire pourquoi vous avez été déçus et comment vous pensez pouvoir leur redonner espoir et tracer pierre par pierre la route pour le développement. Rodrigue Azinobé ne sera pas là ce matin pour m'accompagner sur cette émission. Vous comprendrez sans doute pourquoi, puisque l'actualité politique gagne en intensité et les enjeux deviennent de plus en plus importants. Rodrigue Azinobé, après tout, directeur de Fraternité FM, n'a pu effectuer le déplacement. Cela donne à mon collègue Christian Adandédian l'occasion de faire ses premiers âmes sur cette émission. Christian, bonjour. Bonjour André Dossa, monsieur Jean-Yves Sizogan, bonjour. Bonjour Christian. L'actualité nationale est marquée par ces dernières heures la déclaration de candidature du président sortant, le président Boni Yayi. Mais on sait d'ores et déjà que vous autres, vous n'êtes pas partant pour lui. Alors dites-nous pourquoi. Pourquoi je ne suis pas partant pour lui Je pense que je suis comme la plupart des Béninois que j'ai rencontrés depuis que je suis là. D'ailleurs, je suis régulièrement là, je suis très souvent là. Et je pense que nous avons tous espéré, comme je l'ai dit, nous avons tous espéré en 2006 que nous avons fait le choix de l'avenir, nous avons fait le choix du changement, comme nous l'avons dit, et que nous étions partis donc désormais pour des années de bonheur, je dirais, des années d'émergence. Je ne suis pas partant parce que lorsque je regarde le bilan, il est quand même difficile de dire que nous sommes satisfaits. Le premier point que je prendrai en fait, c'est celui de la liberté d'expression de la démocratie. Je suis d'une génération où j'ai vu des gens se battre très très durement, au prix de leur vie. Donc pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que nous en soyons là, pour que nous puissions avoir cette démocratie-là. Alors tout ce qui est privatif de liberté d'expression, tout cela, moi, ça me horripile, je dirais. Je suis viscéralement contre. Et sur ce plan-là, je pense que le recul est évident, en tous les cas. Est-ce que ce bilan que vous faites sur justement le plan de la démocratie et des libertés, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop
forcé parce que quand même vous êtes là, si devant les caméras et que vous parlez, personne ne vous empêche de le faire. Ça veut dire que la liberté d'expression est toujours de mise. Exactement. Je crois que sur ce plan, je dois saluer un peu, je dois saluer énormément d'ailleurs les forces politiques et sociales de ce pays. Parce que je me souviens que vers les années 2006-2007, quand je rentrais ici, on me disait, écoute, si tu arrives là-bas, tu n'as rien à dire, tu ne parles pas dans les bars, même pas dans la rue, tu n'as rien à dire parce que c'est devenu dangereux. D'accord ? Je pense que les forces politiques, l'Assemblée nationale, que je salue au passage, les journalistes, je pense qu'ils ont fait un travail remarquable pour nous sortir de cette situation-là. Sinon, on serait dans une situation où je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Est-ce que vous parlez du Bénin d'aujourd'hui ou du Bénin de votre jeunesse, de votre adolescence? Parce que dans les bars, ça s'exprime, ça parle, les Béninois parlent. Ah oui, c'est en cela que je vous demande si ce n'est pas un peu exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Alors, les Béninois parlent, c'est vrai, mais vous savez très bien que s'exprimer n'est plus sans conséquence en réalité. C'est ça la question. Les Béninois ont toujours parlé. Nous avons connu un temps où, le temps du parti unique, on disait qu'il n'y avait pas de liberté d'expression. Les Béninois essayaient de parler quand même. Et ce qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Donc, le problème, c'est que ce n'est jamais sans conséquence lorsque vous commencez à parler. Vous savez tous les scandales que nous avons, l'insécurité générale, le climat d'insécurité qui règne, simplement parce que justement des gens s'expriment contre le gouvernement, contre le président, alors qu'ils disent des choses justes. Et donc c'est ça la question. Ce n'est pas parce que, effectivement, on vous met un scotch à la bouche, non. Mais lorsque vous parlez, ce n'est pas sans conséquence. On sait qu'il y a des gens qui ont disparu, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les retrouver. Et donc cette insécurité générale-là est donc quelque chose qui marque ce manque de liberté d'expression en réalité. Parce que dans un climat normal, l'aspect insécurité vous concerne particulièrement parce qu'il y a cette rumeur chrétienne qui a circulé à un moment donné, comme quoi on aurait tenté. Oui, au mois de décembre dernier, il y a une rumeur qui a circulé, comme quoi on aurait tenté de vous enlever. Est-ce que vous confirmez cette information-là? Absolument, absolument. Absolument. C'était assez rocambolesque d'ailleurs, je dois le dire, et j'étais très très surpris. Je vous le raconte très rapidement, hein. Je suis revenu d'une série de réunions donc au siège provisoire de mon groupe, de mon équipe. Et je suis rentré vers 13h30. Alors j'étais au salon avec des amis, on discutait, on attendait d'autres amis. Quand j'ai reçu un coup de fil d'un ami, justement, de mon équipe, qui m'a dit, écoute, tu es où? Je dis, ben, je suis à la maison. Tu fais quoi? Je suis au salon, je vais parler avec telle personne. Il me dit, ben, si c'est ça, tu ne prends plus le téléphone, tu ne sors pas, tu ne viens pas dans la cour, tu ne bouges plus de là. Bon, j'ai informé les autres. Et puis, quelques 30 minutes après, l'ami en question vient et puis nous informe qu'en fait, il y avait une dizaine de policiers dans la cour qui étaient entrés dans la maison Manu Militari. Ils étaient tous armés, ils ont demandé à mon chauffeur, mais où est celui que tu viens de déposer? Le chauffeur lui a dit, il est ressorti. Il a eu le réflexe de le dire, il est ressorti. Ils ont dit non, c'est pas possible, tu viens de le déposer. Ils ont dit oui, et le chauffeur dit oui, je l'ai déposé, mais immédiatement après, quelqu'un est venu le chercher. Alors, ils ont voulu sur ce pas entrer dans la maison. Alors, le reste du personnel qui était dans la cour, les jardiniers, se sont mis à crier, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien du tout. Je suppose que c'est peut-être parce que c'est dans la journée qu'ils ont dû s'arrêter. On dit oui, en tout cas, nous, on fait ce qu'on nous a dit de faire. Oui, oui. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on aurait tenté de vous enlever? Je ne sais pas, puisqu'on ne m'a pas dit. On ne m'a pas dit pourquoi ils sont venus. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils sont venus. Il n'y a pas eu de convocation. Lorsque j'ai interrogé j'ai envoyé mon avocat, le commissaire central a dit qu'il n'envoyait personne. Mais enfin, ce qui a été dit, c'est que bon, c'était une méprise, c'était pas moi, c'était mon ami avec qui je suis, et que c'est une affaire de, je sais plus, de cession de parcelles, quelque chose de ce genre. Et donc, ça n'a pas été démenti. Alors, pour une cession de parcelles, pour des transactions d'individus entre individus, qu'on avait une dizaine de policiers, ça paraît quand même surprenant. Vous étiez quand même avec quelqu'un qui avait des choses à se reprocher, qui avait des raisons d'avoir de la visite. Il n'avait rien à se reprocher, puisque par la suite, on ne lui a rien dit. C'est une transaction qui est en cours, qui était chez un notaire. Alors, mais vous autres, la conclusion que vous avez tirée, c'est que bon, c'était pour vous enlever. Est-ce que pour enlever quelqu'un, on a besoin d'envoyer des flics, on a besoin d'envoyer des policiers? Mais puisque c'est moi qu'on a demandé.
puisque c'est moi qu'on a demandé, c'est moi qui venais d'utiliser ce véhicule, il y avait plusieurs véhicules dans la cour. Alors quand je viens chez moi avec une dizaine de policiers, sans convocation, et puis après qu'on me dise oui, ok, il faut venir au commissariat central. Ça veut dire quoi au commissariat central? Après le commissaire central dit je n'ai envoyé personne. Je suppose que si j'étais entré, si j'étais là, s'il m'avait vu que j'étais entré dans le véhicule, je ne sais pas où je serais. En fait, c'est ça. Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Vous n'avez pas été enlevé, vous êtes toujours là. Heureusement, vous oui. continuez de défendre vos idées. Et justement, est-ce qu'il suffit d'avoir fait l'objet d'une tentative, de ce que vous appelez une tentative d'enlèvement, ou de constater que les libertés, notamment la liberté d'expression, ne sont plus tellement garanties pour tirer la conclusion comme quoi le bilan n'est pas bon, et comme quoi on est déçu? Ah non, pas du tout, ça ne suffit pas, mais c'est fondamental. C'est fondamental parce que, comme je l'ai dit, nous sommes battus pour la démocratie. Je pense que nous considérons au Bénin, les Béninois considèrent que c'est jusqu'à nouvel ordre la meilleure forme de gestion du pays. Et donc tout ce qui pourrait entraver la démocratie doit être combattu, et pour moi c'est contre le développement. Mais en fait, s'il faut faire le bilan, il faut le regarder sous plusieurs angles. Et la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'en 2006, nous avons tous voté, tous ou presque, parce que c'était quand même 75% finalement, tous ou presque, pourquoi avons-nous tous voté pour Yahya Boni? Pour moi, c'est fondamentalement deux raisons. La première, c'était que nous voulions effectivement amorcer une autre phase de notre développement, être sûr d'avoir quelqu'un qui pourrait améliorer la gouvernance économique, la gouvernance politique de ce pays, et qui pourrait nous permettre d'avoir donc une vision sur l'avenir, une vision positive, favorable sur l'avenir. La deuxième raison, c'est à mon avis éradiquer la pauvreté et bien entendu enraciner la démocratie, puisque déjà au moment où nous faisions ces élections-là, les dernières élections, donc en 2006, il y avait quand même pas mal de petits problèmes, et on se disait, écoutez, avec quelqu'un de nouveau, nous allons avoir une démocratie plus apaisée, plus mûre. Alors le constat, concernant la démocratie, je viens d'en parler un tout petit peu. Alors concernant la gouvernance économique, écoutez, quand je regarde les chiffres aujourd'hui, parce que j'ai entendu des histoires de 600 km de route, je ne pense pas que ce soit ça la question. Les routes, ont commencé à être construites par le président Soglo, qui a fait le pavé, qu'on avait demandé à l'époque, parce que c'était plus facile. Mais avant Soglo, il y avait eu des présidents, il y a eu des routes dans le pays. Il y a eu des routes dans le